Bonjour, ravi de vous retrouver. Tout d'abord, je m'excuse pour cette longue absence et je vous remercie d'avoir pris le soin de prendre de mes nouvelles et de ce qu'adviendrait notre chaîne YouTube. Soyez rassurés, tout va bien et nous reprenons du service. Aujourd'hui, nous allons élaborer un sujet assez factuel qui me traverse l'esprit à chaque fois que je m'imprègne de l'actualité du continent et de certains pays africains. J'ai remarqué que beaucoup d'entre nous confondent ces deux expressions qui sont loin d'être des synonymes qui n'ont rien à voir. Je fais le constat que certains jeunes ou leaders d'opinion ou même les journalistes, dans leur façon de s'exprimer, laissent penser que la liberté d'expression leur permettait de tout dire de la façon dont ils le sentent. Et là, j'ai senti qu'il y avait un quiproquo entre ces deux termes. Voilà l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. C'est quoi la liberté d'expression? Quand est-ce qu'elle se transforme en libertinage? Je serai accompagné par mon cher professeur, notre journaliste communicant, M. Yaya Kamara, qui est toujours disponible pour le peuple africain. Monsieur Kamara, bonjour. Je vous remercie d'être une énième fois disponible pour le peuple. Alors, merci beaucoup. Moi, jeune journaliste Mariata Diallo, c'est toujours un honneur, un plaisir pour moi vraiment de venir dans votre chaîne YouTube. Machallah, très suivi, qui apporte souvent des sujets d'actualité très pertinents. Bon, sincèrement, vous êtes quelqu'un à féliciter, à encourager, mais aussi à accompagner. C'est vrai que je suis un habitué de vos émissions, mais j'avoue que c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir assister à cette belle émission. Merci. Monsieur Kamara, est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap de ce qui se passe actuellement en Afrique? Que pensez-vous de ces différents événements actuels? Alors, c'est vrai que faire un récap sur ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est vrai que l'Afrique est aux yeux, voilà, et sous les projecteurs de l'actu, avec des élections présidentielles dans plusieurs pays en Afrique. Nous venons tout juste de sortir à une élection présidentielle au Nigeria, où le candidat de la mouvance présidentielle est sorti vainqueur, une victoire contestée par l'opposition. Voilà, donc, et aussi la sortie macabre, je peux dire, du président tunisien, vraiment qui n'est pas trop apprécié par les instances internationales, plus particulièrement par l'Union africaine, qui a fustigé cela. Quand on prend aussi en Guinée-Conakry, où le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a fait un geste fort de patriotisme en rapatriant de 49 Guinéens pour la première tranche venant de la Tunisie. Bon, des années passées, si on vous disait que cela allait être possible qu'un pays du continent africain, le président d'un pays essaie de fustiger l'arrivée des migrants, c'est un peu compliqué, parce que tout simplement en Afrique, quand on prend la géopolitique, je pense que tous les pays africains devaient opter pour la mondialisation, c'est-à-dire que partout où on est, qu'on se sent à l'aise. Donc je ne pense pas qu'un ressortissant d'un pays est la cause d'une pauvreté ou bien d'un recul, hein, que ça soit dans le secteur économique ou le secteur politique d'un pays. Donc c'est une sortie vraiment qui a créé beaucoup de problèmes. Quand on voit aussi au Sénégal ici, les autorités sont en train de prendre toutes les mesures pour pouvoir repatrier les Sénégalais qui sont en besoin, qui veulent revenir et qui sont en Tunisie. L'actu politique, nous voyons le Sénégal depuis quelque temps et voilà, est sous des tensions politiques. Même aujourd'hui, on vient de l'apprendre, le journaliste Pape Ndiaye de Walf, qui est arrêté, il est sous mandat. Donc c'est quelque chose de très déplorable, parce que tout simplement, quand on essaie de prendre la politique au-dessus de tout, donc ça ne garantit rien, ça n'apporte rien. Mais aussi quand la presse
hein, quand les médias sont devenus la cible principale, des pouvoirs politiques, c'est un peu compliqué, parce que tout simplement, dans un pays comme le Sénégal, où la stabilité politique était un charme, que d'autres pays vraiment voyaient le Sénégal. Mais aujourd'hui, quand ce pays-là est sous les menaces de cette stabilité politique, c'est un peu inquiétant. C'est très inquiétant d'ailleurs, parce que tout simplement, comme on le dit, parce que les médias aussi, quand la production d'un journaliste souffre d'impartialité, c'est quelque chose d'incroyable. Ça n'assure pas un état de droit, ça n'assure pas un état démocratique. Et je pense qu'un média, dans un pays, si les journalistes ne sont pas libres dans leur production, ou si les journalistes n'essaient pas de voir la manière dont ils essaient d'écrire, parce que tout simplement l'écriture journalistique ou la voix journalistique ou même l'image, ça pèse lourd dans notre pays comme le Sénégal. La crédibilité qui existait ou qui existe d'ailleurs dans le corps médiatique a été beaucoup travaillée par nos anciens. Et si aujourd'hui la nouvelle classe journalistique essaie de jouer avec ça, ça crée du danger dans ce pays-là. Et je pense que chacun d'entre nous, on doit s'investir vraiment pour apporter une clairvoyance, apporter un apport fort pour maintenir la crédibilité, l'éthique et la déontologie des médias, afin que nous puissions vraiment ramener encore le moment sénégalais où vraiment la quiétude, la stabilité étaient des faits qui existaient, voilà, donc que d'autres pays revoyaient cela. Alors, nous avons vu récemment le président français, lors de sa visite au Gabon, qui a énuméré une phrase assez intéressante, qui est, je cite, « L'ère de la France-Afrique est révolue ». Qu'est-ce que cette phrase vous évoque, M. Camara? Alors, nous avons aussi vu, toujours sur l'actualité continentale, l'arrivée du président Macron sur le continent africain. Il a commencé son voyage au Gabon, où nous pouvons retenir, il a fait une déclaration, mais une phrase qui a attiré notre attention, qui demande beaucoup de réflexion, où le président français disait que l'ère de la France-Afrique est révolue. Donc ça, c'est un signal fort, c'est un signal fort pour la révolution constatée dans plusieurs pays africains qui demandent vraiment l'arrêt ou France dégage ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce sont des signaux forts concernant le partenariat qui lie la France et à certains pays africains. Et bien vrai qu'aujourd'hui encore, il est attendu à Luanda, la capitale angolaise. Bon, on peut dire que cette visite-là c'est pas une visite parce qu'il doit venir, il est venu au Gabon, il doit passer en Angola. Non, parce qu'on sait, quand on introduit un peu l'histoire, il y a l'Angola, il y a le Nigeria, deux pays qui se tirent comme étant premier producteur de pétrole. Et quand aujourd'hui la France essaie de lancer un clin d'œil à l'Angola, donc on peut dire qu'il y a un partenariat aussi qui est en phase de gestation entre la France et l'Angola. Donc c'est quelque chose, ce sont des signaux forts qui peuvent attirer notre attention sur l'actualité continentale, mais aussi nous comprenons par là aussi sur tout ce qui se passe dans les pays africains qu'il y a une autre forme de révolution, une autre forme de résistance qui est en phase de gestation, où les jeunes, surtout les jeunes, s'intéressent de plus en plus à la gestion des biens publics, comme à la gestion de la magistrature suprême, parce que tout simplement aujourd'hui il y a certains cadres, certains jeunes qui, à travers leurs interventions, à travers leur engagement politique, essaient d'inciter la jeunesse africaine en général à plus apporter de l'importance dans la politique. Et aussi, on a vu aussi en Côte d'Ivoire où il y a une tension a voulu vraiment se créer entre le parti de l'ancien président Gbagbo et celui de l'actuel président Alassane Ouattara, où on fusillait, où on demandait le changement, par exemple, de la commission qui s'en charge des élections, où on a entendu le porte-parole du parti de Ouattara qui disait que
la commission qui trichait pendant les élections, c'est cette commission-là qui était là sous l'ère de Gbagbo. Donc, ce sont des tensions inattendues, vraiment, et on sent que 2023, 2024 ce sera vraiment, nous allons vivre si c'est pas par la main de Dieu, ça sera atroce, parce que tout simplement, on voit l'engagement, la révolution, la résistance que certains jeunes se donnent. Au Sénégal en 2024, février 2024, élection présidentielle. Nous voyons un forcing, nous voyons une résistance qui s'installe pour faire face. D'autres disent troisième mandat, d'autres disent troisième candidature, mais forcément il faut impérativement que tous les acteurs politiques, que ce soit les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les médias, les journalistes, se réunissent autour d'une table vraiment pour pouvoir reformuler les styles de communication, pour pouvoir attirer l'attention, que ce soit des jeunes, mais l'attention de tout le monde, vraiment à préserver la paix, la quiétude sociale, parce que la paix elle n'a pas de prix. Donc on doit en aucun cas mettre en danger le pays, et le pouvoir ne doit pas coûter la paix. Ça veut dire la paix, le pouvoir ne doit pas être le prix de la paix. Parce que là, on sait, les pays, quand on prend des exemples des pays qui ont connu des résistances, qui ont connu des coups d'État, qui ont connu de la génocide, c'est très compliqué encore de revenir à la paix. Et le président Macky Sall, lorsqu'il est parti en Casamance, nous avons écouté son discours, envers la jeunesse. Donc, c'est un discours, d'autres vont dire, bon, même pas envers la jeunesse, mais envers ses ministres. D'autres vont dire que bon, il devait tenir ça bien avant. C'est venu un peu tard, mais bon, puisqu'on dit qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de bien faire, parce que tout simplement, il faut que aujourd'hui les présidents africains puissent avoir le courage d'affronter cette jeunesse-là pacifiquement, les expliquer les faits et gestes, les expliquer comment ça se passe. Donc, mais il ne faut pas mystifier le pouvoir, il ne faut pas mystifier les délégations comme des délégations ministérielles ou quelque chose comme ça. Il faut que le pouvoir s'approche du peuple, parce que c'est au peuple, c'est seul le peuple qui a le dernier mot. Donc, à travers ces interventions en Casamance, à Sédhiou, on a compris que voilà, donc c'est une attitude que certains présidents africains commencent à comprendre. Je vous remercie pour cette intéressante analyse. Merci de nous avoir informés. Nous allons revenir sur le vif de notre sujet. Monsieur Camara, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer la liberté d'expression? C'est bien vrai que la liberté d'expression, c'est un terme qu'on utilise souvent, c'est une expression qu'on utilise souvent dans nos discussions, dans nos débats, dans nos dialogues, dans nos communications. C'est un terme qui est à plus d'actualité, parce que tout simplement, quand on revoit un peu ce qui se passe dans nos pays, c'est vraiment déplorable. Dans un état réfléchi, dans un état démocratique, dans un état de paix, de quiétude, je pense que la liberté d'expression doit être jalousement préservée. Parce que tout simplement, c'est ce droit qui permet, qui autorise la personne d'exprimer son opinion, d'accord, d'exprimer son point de vue vis-à-vis d'un sujet à ordre général. Donc, de donner sa position tout en respectant celle des autres. D'accord? Donc, même l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'accord, qui s'appuie sur la liberté d'expression. Donc, je pense que c'est une expression, la liberté d'expression, elle devait être prise par nos gouvernants plus qu'une expression. C'est la vie de l'homme. Quand on interdit à un citoyen de parler, de donner son opinion, de donner son point de vue vis-à-vis d'une acteur ou d'un fait, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose c'est de l'anarchie. Donc la liberté d'expression, normalement dans un état bien, ça ne doit même pas être d'actualité. Ça veut dire, cet état-là, les citoyens se disent difficilement on donne notre opinion sur un fait sous les menaces d'emprisonnement. C'est quelque chose d'incroyable, comme ce qui se passe actuellement au Sénégal, où les gens à la télé
sous les projecteurs ont peur de donner à fond leurs idées. Donc, cela ne veut pas dire que avoir la liberté d'expression, avoir le courage de donner son opinion, de donner son point de vue vis-à-vis d'un fait, cela ne veut pas dire qu'il faut aller à la rencontre ou bien faire l'excès. Parce que tout excès est nuisible, mais quand même, le minimum c'est le citoyen, c'est qu'il faut que les pouvoirs publics puissent lui garantir cette liberté d'expression où il peut donner son avis, où il peut donner son point de vue, où il peut donner un positionnement bien clair tout en respectant toutes les stratégies possibles. Mais quand le citoyen ne se sent pas à l'aise en donnant son opinion, le citoyen, il est menacé par une peur, il est menacé par, il se dit, bon, si je dis ça, est-ce que c'est bon ou pas, est-ce que je ne serai pas, non, c'est pas comme ça. Il faut que toutes les déclarations puissent se donner en toute liberté, en toute clarté et avec responsabilité et respectabilité. Camarades, récemment, nous avons constaté que beaucoup de journalistes ont été arrêtés pour des propos diffamatoires. Alors, par rapport à cette situation, quelle est la position du journaliste face à la liberté d'expression? C'est-à-dire, est-ce que la liberté du journaliste d'informer est-elle bafouée ou c'est le journaliste qui bafoue cette liberté qu'on lui donne et ce qui le ramène au libertinage, d'où leur récente arrestation? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir cette lanterne? Il faut qu'il y ait ce minimum de garantie à la liberté d'expression, à la liberté de donner son point de vue, à la liberté aussi de s'exprimer, de diffuser des informations d'intérêt général, des informations qui peuvent apporter un plus positivement dans la vie quotidienne d'un citoyen. C'est ça la valeur d'un journaliste. Un journaliste qui ne se sent pas à l'aise de donner son avis, de donner son point de vue, d'avoir une liberté d'expression, c'est un journaliste, je suis désolé de le dire, mais c'est un journaliste emprisonné sans aller en prison. Donc il faut qu'il y ait une liberté d'expression. Il faut que le journaliste puisse être libre de s'exprimer, de diffuser des informations, son opinion, maintenant qu'il le fasse par la parole ou par les écrits, mais il faut qu'il le fasse parce que le journaliste ne doit pas utiliser la rétention de l'information par peur d'aller en prison ou quelque chose comme ça. Non, ça ne doit pas se faire. Maintenant, la liberté d'expression, elle est différente du libertinage. Comme vous l'avez souligné, madame la journaliste, vous avez raison, vous avez parfaitement raison de souligner, de demander c'est quoi le libertinage. Donc, le libertinage, c'est l'excès. Il ne faut pas avoir de l'excès dans votre liberté d'expression. Quand on dit que dans les pays démocratiques, les journalistes n'iront pas en prison, les journalistes, sa place n'est pas en prison, mais le journaliste aussi, son devoir, c'est pas de mettre le pays en danger, c'est pas d'allumer le pays, c'est pas de piétiner les institutions. Le journaliste n'a pas ce devoir, il n'a pas ce droit. Le journaliste, ce qu'il a, c'est qu'il ne doit pas souffrir de partialité. Il ne faut pas qu'il y ait, dès qu'il parle ou dès qu'il écrit, qu'on sent qu'il est avec lui ou bien avec l'autre. Non, c'est pas comme ça. L'éthique et la déontologie des médias n'autorisent pas le journaliste dans ce cadre-là. Il faut qu'il soit un être réfléchi, un être imperturbable. Il ne faut pas qu'il informe sur l'émotion. Il ne faut pas qu'il tombe sous le charme des politiques. Il ne faut pas aussi qu'il abandonne l'éthique et la déontologie. Il ne faut pas qu'il se lève juste pour informer. Non, le journaliste, c'est quelqu'un de très réfléchi, c'est un être positif, c'est un être imperturbable, c'est un être qui est là pour la population, qui est là pour l'information. Et pour obtenir cette information-là, il est prêt à faire tout pour l'obtenir. Mais il ne l'obtient pas pour chanter un pouvoir politique public ou pas. Non, le chantage ne doit pas faire partie de nos productions. Donc, il ne faut pas aussi que nous essayons de réagir, d'écrire, d'informer, de parler sous l'émotion. Le journaliste, désolé, mais il ne doit pas être émotif dans sa production. Donc, cela,
nous attire aujourd'hui à penser sur le libertinage. Beaucoup de pouvoirs publics disent que y a certains journalistes qui confondent la liberté d'expression au libertinage. Je peux être d'accord avec eux, parce que quand un journaliste se croit permettre tout, qui dit tout, qui informe tout, même une information à caractère dangereux, il n'hésite pas de mettre ça à la place publique. Je pense que ça va à l'encontre de l'éthique. Parce que l'éthique, d'abord, c'est le charme. Hein, d'accord? C'est le charme du savoir. Du savoir. Dans le savoir-faire. Donc, il ne faut pas juste, quand un journaliste hésite ou bien ne sait pas faire savoir qu'il sait faire, ce qu'il doit faire, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut qu'il soit un être positif, un être engagé, mais un être qui fera tout pour lutter contre le libertinage. Parce que le libertinage, le libertinage ne doit pas appartenir à une société crédible, à une société réfléchie. Le libertinage, c'est un mot qu'on utilise. Bon, on peut retrouver ça dans le secteur des animaux où, voilà, donc on se permet de tout, le plus fort, on impose de tout, voilà, donc, et qu'on dit tout. Donc, cela ne doit pas exister dans un État responsable et respectable. Merci, monsieur Camara, d'avoir mis la lumière sur cette situation vécue actuellement dans beaucoup de pays africains, notamment au Sénégal, que ça devient plutôt répétitif ces derniers temps. Et j'aimerais rajouter quelque chose parce qu'au cours de certains micro-trottoirs ou de certaines personnes interviewées, j'entends souvent dire que la place du journaliste n'est pas en prison. La place de personne n'est en prison. Mais si une personne viole la loi, la liberté qui lui est donnée, nul n'est au-dessus de la loi. Le journaliste doit être libre d'informer, de donner les faits actuels, donner les faits véridiques. À chaque propos qu'ils avancent, qu'ils ont des arguments qui prouvent que ces propos sont réels, qui prouvent qu'ils ont le droit de divulguer ces propos. Parce que le journaliste, il est libre, mais il n'a pas le droit d'étaler la vie privée d'une personne sans son consentement. Prenons exemple, même lors d'une interview, si vous interviewez une personne, mais qui vous dit « je ne veux pas que vous publiez cette information » et que derrière le journaliste, il publie cette information, ça veut dire qu'il prend toutes ses responsabilités parce qu'il n'a pas le droit. C'est la vie privée de cette personne. Et la liberté ne permet pas d'étaler la vie des personnes sans leur consentement. Et il y a une charte journalistique qui est présente, qui dit qu'il y a certaines choses qu'ils ne doivent pas faire. Et dès l'instant que le journaliste le fait, il assume ses responsabilités. Il les assume parce que le journaliste doit respecter l'éthique et la déontologie. Un journaliste d'éthique et de déontologie ne se doit pas de diffamer ou de calomnier qui que ce soit sans avoir des preuves à l'appui, des faits réels, sans le consentement de cette personne si cette information attaque ou concerne sa réputation, sa vie personnelle. Mais aussi, l'État, le gouvernement, doit aussi laisser plus de liberté aux journalistes. Il y a des journalistes d'opinion, il y a des journalistes commentateurs, il y a des journalistes qui analysent les faits. Donc, ils ont aussi ces journalistes, ces chroniqueurs, ils doivent avoir le droit d'analyser les faits. On doit leur laisser le droit d'analyser les faits. Dès l'instant qu'ils ont les arguments nécessaires qui prouvent que ce qu'ils avancent, c'est réel. Donc, les serfs civils, ne vous leurrez pas. Essayons de nous informer à l'avance. Et un journaliste ou une personne lambda ne doit pas réagir sur le coup de l'émotion. Parce que tout acte
dicté par l'émotion peut être voué à l'échec ou s'expose à des risques. Donc, le journaliste doit avoir sa liberté d'expression, mais le journaliste ne doit pas être l'objet d'un libertinage, c'est-à-dire dire des choses qui vont à l'encontre de nos mœurs, de nos principes, de nos lois et règles. Voilà, aujourd'hui c'était cette vidéo que nous voulons partager avec vous, M. Camara et moi. M. Camara tout dit. Moi, c'est juste une brève analyse que je rajoute d'après ce que j'ai vu récemment. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. J'espère que dans le futur, que les journalistes ils vont revoir d'abord la charte journalistique et de ce qui leur est permis avant d'avancer certains propos. J'espère que le gouvernement accordera plus de liberté à ces journalistes. J'espère que les citoyens analyseront les faits par des informations véridiques et ne pas se laisser emporter par l'émotion ou la colère. J'espère vraiment qu'il vous sera utile. C'est notre but, c'est l'objectif que nous avions, M. Camara et moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Il ne faut jamais attendre que le soleil brille. Il faut réveiller le soleil pour le voir briller. Merci et à très bientôt.